Donc, ouais, Reda, moi, je te connaissais pas du tout. On se connaissait pas du tout. Pas du tout. Avant Pas que du tu tout. viennes ici. Ben, on s'était croisés après le spectacle de Paul Taylor au Grand de Paul Rex. Taylor, ouais. Ouais, On avait discuté exactement. de réalisation. Et j'étais fasciné. Heureusement, parce que sinon. Oui, Ça aurait été une c'est discussion, emmerdant sinon. Ouais. Et, Mais je suis un très bon hypocrite, je fais semblant d'être intéressé. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. J'étais vraiment on intéressé. va l'entendre pendant une petite demi-heure. Là. C'est clair. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Reda Saoui. Bonne écoute. Je l'aime de tout mon cœur. Accueillez-le comme il se doit, il le mérite. Monsieur Reda Saoui. Merci. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Jason Brocker? Encore une fois! Son gala. Très, très content. Ça va? Parce qu'il m'a décrit comme un gars qui vient de Montréal. Et là, vous voyez un Montréalais de contrefaçon, avec une tête d'arabe. Et là, vous êtes comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cet arabe est brisé. Je le vois. Dès que je parle, il y a toujours une erreur 404 dans vos têtes. Il y a un bug. Toi, tu viens du coup de Montréal. Ouais. Et t'as vu, je sais pas pourquoi j'ai tendance, et ça faut m'excuser, à reprendre un peu les accents des gens quand je parle avec eux et que je les aime bien. Ouais, juste fais pas exprès Tu vois? de répéter un mot. Non, c'est vraiment pas. Faut pas le prendre mal. Hein, c'est Non, vraiment non, juste. t'inquiète. Je crois que c'est du mimétisme pur, tu vois. Ben, c'est humain, hein. On est des animaux sociaux, quoi. Mais c'est avec ça que tu rentres d'ailleurs. Tu dis, tu viens de Montréal, ça s'entend. Et les gens disent, oh mon Dieu, c'est un arabe brisé. Ouais. Ça, c'est une punchline que tu avais depuis longtemps de présentation. Ouais, C'est exactement. ça, que tu utilises souvent. Que j'ai utilisé souvent. Des fois, je l'utilise pas. Mais je l'aime bien au début. Ça me mettait en confiance parce que dès que je parle, le public français, il est beaucoup dans le jugement. C'est normal. Tu le sens. Ouais, tu le sens, tu sais. Ouais. Donc, si tu casses pas le jugement, ben, ils vont toujours se poser la question, mais pourquoi ils parlent comme ça? Donc, tu as besoin de dire que tu viens du Québec tout de suite. Ouais, et ça me mettait en confiance. Mais maintenant, ça va. Maintenant, j'ai plus besoin de nécessairement le dire. Ouais. Ouais. Et moi, j'aime bien le mot brisé. Ouais. J'imagine que tu as dû faire plein de formulations avant de trouver arabe brisé. Ça a été de l'improvisation totale. Ah ouais? Ouais, ouais. En comedy club. En comedy club, je monte sur scène et je vois juste le regard où les gens sont comme À Paris, du coup. à Paris, même en Belgique. Mais en Belgique, ils sont fans des Québécois, donc j'ai presque pas nécessairement besoin de le dire. Alors qu'à Paris, parce que on vit le grand remplacement en France. C'est vrai. Mais non, je veux dire, en France, il y a énormément de personnes de la communauté de la communauté algérienne maghrébine, en fait, Ouais, bah oui. qui sont un peu typés comme moi, et forcément, ils ont une autre image Ouais. plutôt qu'un Québécois. Bah, comme qui? Tu vois, genre... Ben, Rock Voisine, Rock Voisine, exactement, Rock Voisine, que tu Stéphane utilises, Rousseau, Bah oui. Garou. Ouais. Très content d'être ici, très content. Et ce qui est cool, OK, c'est que quand vous comprenez que je viens de Montréal, pas tout le monde, hein, mais parmi vous, il y a des gens qui veulent me parler de leur voyage à Montréal. et moi, je m'en fous, en fait. C'est vrai, c'est pas intéressant. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Vous me parlez comment c'est chez moi, alors que je connais, hein. J'ai vécu 30 ans, t'es parti 2 semaines. À quel moment ça va me surprendre? Vraiment, à quel moment? Et j'entends des phrases, je dois gérer des phrases du genre « Ma tante vit là-bas. » Waouh! Non, mais analysons cette phrase. Une personne que je ne connais pas me dit qu'une autre personne que je ne connais pas vit dans ma ville. Mais quelle impertinence! Oh, mais il y a des gens qui me sortent des phrases comme ça, elles vont nulle part. Elles se promènent comme ça, elles errent dans la vie. Et je m'inquiète pour ce genre de phrase. Faut leur trouver un stage de réinsertion, ce genre de phrase. Sinon, on va leur trouver dans la rue à fumer du crack et c'est pas ce qu'on veut, hein? Ah, ma tante vit là-bas.
Mais quelle réaction attendez-vous de moi? Voulez-vous que je pleure? En mode, oh mon Dieu, t'as attendu là-bas? C'est incroyable, il y a une telle connexion entre nous, c'est... Viens, on se fait un tatouage. Attendu là-bas. Je fais face à ça continuellement, tout le temps. C'est vrai. Tout le temps. C'est fou à quel point les gens, en fait, ils sont contents. Cette réaction-là, ils sont vraiment contents quand ils comprennent que je viens de Montréal. Ouais. Et ils doivent me parler de leur voyage à Montréal. Et c'est fou parce qu'ils me parlent de ma ville, tu sais, alors que je connais tout. Genre, t'as pas besoin. Et forcément, ben, je suis coincé. Je suis coincé dans un coin de mur et je fais semblant d'être intéressé. Il doit y avoir un truc là-bas. C'est pour ça, les Français, ils aiment bien y aller. Et quand ils y vont, tu sais, ils disent, ah, en fait, les gens, ils sont gentils. C'est ça. Tu vois, ils reviennent, ils font, putain, un gentil, il faut que je lui dise que j'ai été dans C'est le monde ça. des gentils. Exactement, dans le monde des Kalinours. Mais après, c'est pas que je m'en fous. Je pense que c'est la manière de connecter avec l'autre. Ouais, c'est ça. Et c'est beau à voir, tu vois. Et du coup, après, alors, t'enchaînes. Ça fait 2 ans que tu dis que tu habites en France. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait que nous, peut-être en tant que Français, on pense que les Québécois, ils sont gentils. En tout cas, c'est l'image qu'on en a. Ouais. Je suis toujours pas allé, alors que c'est un peu mon rêve d'aller à Montréal aussi. Et du coup, t'as un truc sur le fait que la France est tendue. C'est comme si tu relâchais un truc et que tu venais exposer une vérité. Tu sais, tu le dis plusieurs fois. J'adore faire ça. Ouais. Tu dis pas juste ils sont tendus et ensuite t'enchaînes, tu vois. Non, ils sont tendus. Tu le sens. J'aime montrer sur scène le ressenti que je vois. Tu sais, juste le faire ressentir au public comme je l'ai déjà ressenti. Tu sais. Ouais. En parlant de voyage, ça fait à peu près 2 ans que je vis en France. Ça fait 2 ans et j'ai passé le confinement en France. J'ai vu le confinement. Et ça, c'est agréable de passer le confinement en France parce que c'est vraiment la seule période dans l'humanité où on a pu voir la France sans les Français. Ça, c'est agréable, hein? Ils ont un beau pays, hein? Waouh! Waouh! Après, j'ai vu la France avec les Français, c'est tendu, hein? La France est tendue, hein? Les gens veulent se battre. Je te jure, les gens... Moi, un lundi soir, à Paris, je sors de mon appartement, un lundi soir, 18h, je croise 2 gars, ils sont comme « Tu sais pas chez qui? » Non, toi, tu sais pas chez qui? Non, toi, tu sais pas chez qui? Je suis comme, même, ils tentent de se présenter. Ils sont à un prénom d'être enchantés. Après ça, je me suis dit peut-être que c'était 2 philosophes en plein débat existentiel. Non, tu ne sais pas je suis qui. Non, toi, tu ne sais pas je suis qui. Personne ne sait je suis qui. Après ça, je m'écris, mais qui sommes-nous? Et là, ils sont dans t'es qui, toi, fils de pute? Vraiment? Des philosophes? C'est vraiment, tu le vois vraiment qu'il y a une différence entre, tu vois, les gens qui veulent se taper à Paris ou au Québec. Enfin, tu sens qu'il y a un truc un peu plus. Bah oui. Ici, c'est vif. Ici, vous êtes dans... ici, on est en Suisse, excusez-moi. Ouais, c'est vrai, là, c'est on remet en contexte. En France, la violence, elle est extériorisée, tu sais. Tout se dit à voix haute, vous êtes dans la franchise, il y a comme quelque chose. Alors qu'au Québec, il y a une violence, mais elle est plus intériorisée, puis on est plus passif-agressif. C'est vraiment la différence qu'on a. On est toxique. Oh, on est très passif-agressif. Ouais. Mais moi, j'avais un appartement à la Gare du Nord, pas loin de la Gare du Nord. Oui, qui est un quartier un peu... c'est mouvementé là-bas. C'est très mouvementé, puis c'est vraiment juste à côté d'une gare. Et c'est fou à quel point... tu voyais les gens se battre. J'ai vraiment, littéralement, vu 2 personnes dire « Tu sais pas je suis qui Ah oui. Non, toi, tu sais sais pas qui je suis. Ouais, et cette phrase, je la trouve incroyable, tu sais. Parce que ça, c'est international, cette phrase, tu vois. Ouais. C'est genre une personne qui veut rentrer en boîte, puis il sort cette phrase « Tu sais pas je suis qui ». Des grands artistes, des vedettes qui veulent quelque chose, ils veulent un privilège, puis ils l'ont pas. Non, tu sais pas je suis qui. Je trouve ça fort, c'est une vraie question philosophique. Alors que personne ne sait. Je sais pas qui je suis, tu sais pas vraiment qui tu es, tu sais. Il faut des années de thérapie pour vraiment connaître qui nous sommes, tu vois. Et même moi, je travaille encore pour savoir qui je suis. Donc tout ça, je trouvais ça incroyable. Cette phrase-là, je la trouve incroyable. C'est un peu, je trouve, un peu ton truc...
sur scène où t'as quelque chose d'un peu, je sais pas, gentil, tu sais. OK. Moi, je trouve, faut pas être, enfin, c'est pas une critique. Ah non, ça me va, hein. Ça me va. T'as une espèce d'incompréhension face à l'agressivité, la violence, le truc et tout. Et du coup, c'est marrant d'essayer de le ramener à quelque chose d'un peu plus gentil, un peu plus. J'aime beaucoup prendre la violence de quelque chose et de l'interpréter à ma manière. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple. Une fois, j'avais pris un appartement à Paris, tu sais. Ouais. Puis l'appartement, il était 300 €. Je voulais accueillir mon petit frère parce que mon petit frère, il venait me rejoindre. Genre en location. En location, mais c'est 300 € le mois. Ouais, ça va. Ça va, mais attends. Mais moi, dans ma tête, j'étais le roi de la trouvaille, tu sais. Mais je savais pas que c'était un marchand de sommeil, tu sais. Mais moi, je suis ignorant, je connais pas ça. Et dès que j'arrive dans l'appartement, ben, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a rien. Et je suis resté qu'une nuit, j'appelle le dude, tu vois. Et le gars, il m'a dit, tu sais, je lui dis que je reste pas à cause du fait que c'est pas un appartement. Exactement, c'est pas un appartement, c'est pourri, je peux pas accueillir personne. Et il m'a dit, ah ouais? Mais tu me donnes quand même tes 300 €, sinon je te retrouve et je vais te hacher, tu vois. Hacher, genre. Il m'a menacé. Une hache, quoi. Ben, je sais pas, mais hacher. Hacher. Et j'étais comme, ouais, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable d'acheter une personne pour 300 €, tu vois. Ouais. Tu perds de l'argent. Déjà, il faut enlever mes tendons. Il faut me désosser. Déjà, ça, c'est 3 jours de travail. Tu dépasses le 300 €, hein. Juste aller chercher la voiture, chercher un énorme hachoir. L'essence coûte cher. Donc, pour me hacher, on est à 2000, plus que 2000 €, on est à 10 000 €. Faut cacher le corps. Donc le doute, c'est un passionné. Voilà, c'est un passionné. Ouais, donc t'aimes bien donner de la raison au truc émotion, la violence, le truc. C'est ça. J'adore faire ça. J'adore faire ça de trouver, en tout cas, le bon dans le mal. J'adore faire ça. J'ai croisé, elle est incroyable, une mère sénégalaise. Elle a dit à son fils, parce qu'il criait devant tout le monde, elle lui a dit, je cite, « Je vais tellement te gifler. » Attends. « Je vais tellement te gifler que ça va te civiliser. » Elle est incroyable, cette phrase. C'est de la poésie. En une seule phrase, elle lui fait comprendre que l'impact de sa main va tellement être percutant que ça va le ramener à la civilisation. J'ai tellement trouvé ça beau, je suis allé la voir, mais gifle-moi! J'habitais dans un appartement à Montréal et les murs étaient très, très minces. Puis j'écrivais... en fait, c'était un numéro sur la francophonie. OK. Donc, c'était pour un show concept sur la francophonie. Et cette blague-là est venue pendant que j'écrivais le truc, est venue où... À tous les matins, tu avais un enfant qui gueulait, tu vois. Chez toi? Tous les matins, il gueulait, il courait, tu vois. Puis c'était une famille sénégalaise qui était au-dessus, tu sais. Okay. Une famille... Puis la mère lui a vraiment dit ça, tu sais, je vais tellement te gifler que ça va te civiliser. J'ai fait « Wow! Merci pour la blague! » Je l'ai noté et j'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'est fou! Donc ça veut dire que cette vanne, elle vient juste parce que t'as choisi d'habiter dans cet appartement. Ouais. Et après, je trouve que c'est rempli de sens, tu vois. Et en fait, mon humour était par rapport à ça. Je me disais que, tu sais, parce qu'en Afrique, c'est là où on parle le mieux le français, je pense. Hein, et c'est là où on parle le plus le français en Afrique, dans ce continent. Il y a plus de francophones en Afrique que partout dans le monde. Ouais, c'est possible. Ouais. J'ai lu une recherche par rapport à ça et puis ils le parlent bien, tu vois. Vraiment, puis c'est des mots qu'ils utilisent qui sont incroyables et cette phrase-là était juste magique. Même moi, de famille algérienne, le français, la manière dont il l'utilise avec une violence, mais tellement bien structurée. Ouais. C'est ça que j'aime. C'est tellement bien structuré que ça devient encore plus violent et impactant. Et de sens, rempli de sens. Exactement. Et t'as pas envie de te faire gifler parce que t'as les images en tête. Et je trouve ça incroyable.
Et après, tu fais le parallèle avec un mec de Daesh, un membre de Daesh, quoi. Et oui, elle a le pouvoir de la civilisation. Dans ses mains, elle peut gifler et te ramener à l'état humain. La femme possède le pouvoir de te ramener à la civilisation. Elle giflerait un des membres de l'État islamique. Allah! Pardonnez-moi, j'ai agi en con. Mes excuses, je savais pas ce que je faisais. Voilà, je vous redonne la tête de votre frère. Ouais, on sent une tension encore, hein, c'est encore là. Je la sens, oui. Il y a encore ce truc d'aller chercher justement la violence, un peu la violence ultime, tu vois. Ouais. Parce que tu dis, voilà la tête de votre frère, je suis désolé. Ouais. Parce qu'on est entouré de violence, en fait. L'humain est vraiment violent, je crois. Et pour moi, pour moi, c'est un peu une technique poétique, sans rentrer dans la poésie, mais c'est une technique très poétique de regarder quelque chose qui est sale et de le rendre beau, quoi. Daesh? Non, Daesh, non. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vraiment. C'est vraiment pas ce que j'ai... Mais ouais, c'est un truc... j'aime rendre quelque chose... En fait, et surtout, j'aime la lourdeur des sujets. Prendre un truc lourd et de le rendre très léger. Ouais. Ouais. Non, mais voilà, je suis pas parti en France en vacances. Je suis pas parti en vacances. C'est que ma copine est française. Elle a voulu se rapprocher de sa famille. Donc, je suis désolé, passer des mois chez sa belle famille française quand t'es maghrébin et musulman, eh ben, c'est pas ce que je considère des vacances, hein? Ah non, des commentaires, j'en ai eu, hein. Déjà, dès que je suis arrivé, sa mère, elle pensait voir Rock Voisine, comprends-tu? C'était sa référence du Québécois grand, mâchoire carrée. Elle est tombée sur Chep Khalid, elle a rien compris. Et direct, elle était comme il est québécois? Ah, vous avez les mêmes problèmes que nous au Québec? Ah oui, parce qu'au Québec, on a beaucoup parlé de racisme ordinaire, le racisme systémique. On a eu un gros débat sur le sujet, hein. Mais en France, le racisme ordinaire, hein, c'est la NBA là-bas, là. Ils sont forts. J'aime bien la phrase, c'est la NBA, la France, c'est la NBA du racisme ordinaire. Ouais. C'est un sport national. Tu le ressens beaucoup plus en France que... Ouais, oui, tu le ressens. Qu'au Québec et comme... Au Québec, on fait plus attention. On est très dans le politiquement correct aussi. Il y a un côté un peu plus extrême par rapport à ça. Mais ouais, il y a eu un gros débat juste avant que je parte en France. Ouais. Il y a eu un gros débat sur le sujet, sur le racisme systémique, tu vois. Après tout l'événement de George Floyd aux États-Unis, et vu que c'est prêt, il y a eu une grosse vague, tu sais. Et il y avait un gros débat sur ça. Et moi, j'ai quitté le Québec avec ce débat, et je suis venu en France. Où le débat n'existe pas encore. Le débat n'existe pas encore, et c'est comme, shit, c'est... Pour vous, c'est pas intense. Pour vous, c'est pas intense parce que vous vivez peut-être là-dedans, et je peux le comprendre. Je sais pas si je peux le comprendre, mais c'est tellement ancré, c'est tellement là. Non, mais c'est vrai qu'il y a un gros manque de... Mais ça se voit de plus en plus, hein. Sur scène, les gens en parlent de plus en plus. Je trouve ça cool. Tu vois, il y a en France un gros manque de... Enfin, pour nous, un raciste, c'est forcément quelqu'un d'agressif, tu vois. Ouais, non, c'est ça, c'est pas que ça. Tu vois, le racisme, en tout cas, est forcément lié, tu vois, à l'agressivité, ou, tu vois, à la violence et tout. Là où on se rend pas compte par moment qu'effectivement, tu peux dire des choses qui sont complètement racistes alors que tu... T'as même pas volonté de faire mal de quoi que ce soit, mais c'est juste dis-le en fait. C'est raciste, c'est pas grave. Mais c'est c'est exact. Mais je trouve ça cool qu'on en parle. Moi, je trouve ça bien. C'est bien, c'est important. Et puis, ça fait partie de la réalité de chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est bien. Tu sais, ça ouvre quelque chose, ça ouvre le débat. Un jour, j'ai croisé ma voisine à Paris, OK? Et elle me regardait droit dans les yeux et sans dopage. Elle était très à jeun. Elle me dit, l'autre jour, un homme est venu installer Internet à la maison, il s'appelle Youssef. Tu devrais bien t'entendre avec lui, Reda. J'étais comme, waouh! C'était d'une fluidité. Elle m'a fait un 3 points direct, hein, sans toucher l'anneau. Je savais pas quoi répondre à ça parce que c'est quand même une information assez complexe, n'est-ce pas? C'est complexe. Je le regardais, j'étais comme, ben oui! Comment il va? Youssef, le gars de l'Internet?
On a grandi ensemble au Bled. Avec Jamel Debbouze et Saddam Hussein. Ben oui! Grand ami! On a même fait un tatouage, regarde! C'est complexe comme... Qu'est-ce que je suis supposé de répondre? Ouais, bah, c'est rien. Et après, en plus, on discute depuis quelques jours. Je sais que tu as l'air d'être quelqu'un hyper poli. Tu t'es un peu en retrait au final quand il se passe ce genre de truc. Ou alors tu réponds. Je suis en. Moi, dans la vie de tous les jours, normalement, je suis timide. Je suis très timide et la scène me permet d'extérioriser. Ouais. Donc, quand je vis ce genre de truc, c'est pas. J'aime l'étaler sur scène. Et... Ouais, mais pas de façon violente, mais par contre avec une espèce de folie qui commence à... tu vois, genre t'as les yeux qui s'ouvrent et qui restent, tu vois, et tu commences à être un peu fou. Quand tu fais le truc de... quand tu ris avec beaucoup de sarcasme de la vanne de si je mange du jambon sous la table, Allah le verra pas, et tu commences à rire et t'es un espèce de personnage de fou en fait. Tu vois, à ce moment-là. On quitte un peu le stand-up pour ça, quoi, tu vois. Ah oui, j'ai même ri à des blagues racistes. Je suis désolé à mes frères et sœurs. Je suis désolé, j'avais pas le choix. J'étais la minorité dans un dîner d'amis, tu vois. Ouais, ça arrive. Et j'étais le seul arabe. Et t'as le gars qui fait une blague. Il était comme... puis là, je commence à rire après lui. C'est vrai, c'est drôle ce que tu dis. C'est drôle que... C'est vrai que si je mange du porc en dessous de la table, Allah ne le verra pas. C'est drôle! C'est d'une finesse! Vous comprenez la blague? Ce que l'auteur veut essayer de nous expliquer. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est que si je mange du saucisson en dessous de la table, la table cache le ciel à quelque part. C'est ça qui est drôle. Tu comprends? Et là, Allah, il est comme, il est où, Reda? Il est pas là? C'est un bon musulman, hein? Wow! Bref, j'ai honte. Parce que nous, on imagine très bien la scène, tu vois, devant la table avec ces personnes qui peuvent dire un truc comme ça. C'était genre tout figé, tout droit, et avec un sourire coincé. C'est exactement ça. C'est comme si d'un coup, on pouvait rentrer dans ta tête. Ouais, mais c'est exactement le non-dit que je voulais partager. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais en fait, c'est pas un personnage qui existe, qui est en moi, mais c'est plus le what the fuck que j'aime mettre en avant, tu sais. C'est comme... Ouais. Je suis pas capable de le dire devant les gens. J'ai peur de la confrontation, donc forcément, je le garde en moi, mais je l'extériorise sur scène. Et c'est pour ça que les gens me disent « Mais t'es pas pareil en dehors. En dehors de scène, t'es différent que sur scène. » Alors que je suis pas si différent que ça. C'est juste que dans la vie de tous les jours, vu que je suis timide, c'est juste que j'ai un truc à te dire, je vais le dire sur scène. Exactement. Pas devant toi. Et j'intériorise vraiment tout. Ouais. Et quand je suis sur scène, c'est là où je me lâche, je dis les choses. Donc, bien, moi. Ouais. Là, il serait là, mais il est où, Reda? Tu sais, tu tournes en ridicule le truc. C'est vraiment très très drôle, quoi. Ah, merci. Et après, moi j'aime bien le truc de c'est pareil, de oh ça va, et d'inventer un autre son, c'est génial, quoi. Ah, merci. Non, mais c'est vrai, ce truc, je trouve ça. C'est cool parce que c'est un truc effectivement qu'on a tous entendu, tu vois, même si t'es pas victime de racisme comme moi, tu l'as entendu, c'est ouais, dans tout, ouais. J'ai honte. Bon, une fois, je lui ai dit ta blague est raciste. Et il m'a répondu « Oh, ça va !» Et j'ai perdu le débat, hein. Ah non, tu perds le débat quand quelqu'un te répond « Oh, ça va !» Il est intéressant, ce son. C'est animal, ce son. Ah oui, ça nous vient des tripes. C'est un des vestiges des hommes des cavernes. À un moment donné, il y a un dude qui est parti chasser. Il est revenu avec un bout de moineau. Et là, t'as les autres, et comme « Oh !» Tu peux pas débattre avec une personne qui te sort ce son-là. T'es désarmé. C'est fini pour toi. C'est une négociation contre Poutine. C'est fini. Ah non, il faudrait peut-être un autre son, genre... Oh. Oh. Là, on a un débat constructif, intelligent, qui s'en va quelque part, quoi. C'est fou. Tu peux pas. T'es désarmé. Quand quelqu'un te sort ça, t'es désarmé. C'est fini pour toi. Et c'est international, hein. C'est pas juste en France. Ce son-là, il est... Et même au Québec, il y a ça, tu sais, oh, come on, esti, là, ben voyons, ben non. Oh! Et ce son-là, ça d'ailleurs, on l'a écrit, je l'ai écrit pendant le confinement. Ah, d'accord. Parce que justement, ma copine est française et elle a voulu se rapprocher de sa famille.
pendant le confinement. Donc, j'ai passé le confinement en France. Et en gros, ben, je faisais rien, en fait. Elle télétravaillait pour le Québec. Ouais. Lorsque elle télétravaillait, ben, moi, j'étais un meuble à côté d'elle, tu sais. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut que je me nourrisse intellectuellement, il faut que je travaille mon muscle humoristique, j'avais besoin de ça. Et j'ai un ami à moi avec qui je travaille, il est français, mais il habite au Québec, on fait de l'impro ensemble et on a beaucoup écrit ensemble sur d'autres projets. Et ça a été mon co-auteur pour ce spectacle-là parce que ben, ça a été mon seul public. Donc j'imagine la situation, vous vous êtes fait des comedy clubs tout seul, un one-to-one en Zoom, quoi. C'est ça, et mon but c'était de le faire rire et puis... C'est lui qui a eu l'idée de pshhh, c'est toi. Non, c'est nous deux. Non, vraiment, ça a été une connerie, juste une tirade de conneries. Parce qu'en gros, on blaguait sur plein de trucs, tu sais. Puis il a dit une blague qui est politiquement pas correcte, mais tu sais, entre nous, je fais très attention pour entre nous, et t'avais sa copine qui a fait ça se fait pas, tu vois. Ouais. Puis moi j'étais comme Ce n'est pas vraiment en blague. Ouais. C'était vraiment en blague. Et on a vraiment déconné là-dessus, tu sais. Puis je te le jure, la séance elle a duré 2 heures et c'était que sur ça. Et alors l'idée de mettre un nouveau son, ça vient de ça là, de ce brainstorm, enfin de déconner. Je pense que ouais, ça vient un peu de ça. Ça vient un peu de ça, mais avec le temps, c'est venu aussi plus que je le jouais sur scène, plus en improvisant, il y a des fulgurances qui arrivent sur scène et puis je garde, tu sais. Ouais. Mais ouais, j'aime prendre par exemple une idée et de le pousser à l'absurde le plus total, tu sais, parce que je dis déjà que c'est animal, tu sais, c'est profond. Ouais. Et le mot animal, ben, il y a comme quelque chose de... Genre, quand quelqu'un te sort ça, c'est même plus dans l'ordre de la parole. Tu peux plus parler avec cette personne. Il faudrait un son. Donc, pour moi, c'est 2 animaux en train de débattre. Genre... Oh! Ouais. Ça me fait vraiment rire. Alors, imagine, OK, t'es l'avocat du pire client, mais le plus indéfendable. T'es devant le jury, t'es comme « Madame, messieurs les jurés, oui, mon client ici présent a tué tout son voisinage dans des conditions atroces. Certes, oui, il les a dévorés. Oui, c'était prémédité car il a préparé une marinade 24 heures à l'avance. Oui, il a mis trop de coriandre et ça a enlevé le goût de la viande. Oui, c'est un nazi pédophile et qui triche aux cartes. Oui, il a voté Zemmour, mais enfin... Oh! Ça va! Ça va, madame, messieurs les jurés, ça va! Et je rajouterais même aussi... Mais non, on peut plus rien dire. Mais non. Merci, je vous demanderai de méditer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais au final, t'as un passage qui parle pas mal de racisme quand même. Ouais, mais je l'ai choisi pour le gala spécifiquement. Pour le gala spécifiquement, ouais. Parce que c'est un sujet qui te tient à cœur ou c'est un truc qui me tient à cœur, ouais. Forcément, non, mais... tout ce que je dis, il faut qu'il me tienne à cœur. Ouais. Même si je parle de trucs très légers, tu vois. Il faut que ça me tienne à cœur, forcément. Il faut que ça me fasse vibrer. Mais au-delà de ça, faut que ça fasse rire. Et si j'arrive avec un propos et ça, c'est hilar. C'est hilar, c'est pas français. On peut, enfin, en tout cas, tout le monde comprend. Je sais pas si c'est français. Mais le public rigole. Pour moi, j'ai gagné quelque chose. Je veux que le public rigole en premier. Et après ça, ben, il ressent le propos après. Mais mon but, c'est que ça rigole, tu sais. Je suis pas un pamphlétiste, je suis pas un politicien, je suis qu'un comique, qu'un humoriste qui observe des trucs, qui met des mots dessus. Ouais. Et je donne pas nécessairement ma position, je fais juste peindre une société. Mais si y a quelque part tu parles de racisme ordinaire sur scène, ça veut dire que c'est quelque chose de récurrent dans ta vie. Ben oui, ça fait partie de moi, ouais. Tu vois, c'est de l'observation du quotidien. C'est de l'observation du quotidien qui fait partie de toi et qui fait partie de moi, et puis que je l'ai vécu plusieurs fois, et puis le fait que j'ai quitté le Québec avec ce débat-là et je suis venu ici, ben, pour moi c'était une intro... une façon de me présenter par rapport à ça. Tu sens le Québec vachement plus en avance sur toutes ces questions sociales et tout? Je sais pas s'il est plus en avance. Ouais. Je veux pas m'aventurer là-dessus, donc parce que je suis pas... Ça fait pas si longtemps que ça.
Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est des sujets où on en parle souvent. Même dans l'humour, on fait très attention. Et pas parce qu'on est politiquement correct. Oui, on est politiquement correct au Québec, mais plus en humour, on veut aller plus loin. Tu crois que c'est le fait d'être proche de New York, des États-Unis, tu vois, du stand-up américain qui est quand même Je pense qu'il y a ça. Il y a ça plus fort aussi. tu vois, ouais. Je pense qu'il y a ça, mais au Québec, c'est un peuple qui aime rire énormément et l'humour existe. Le stand-up, Ouais. l'humour existe depuis toujours au Québec. Tu le sens dans les comedy clubs. Quand Ah tu oui, descends oui. dans un comedy club au Québec, c'est pas la même ambiance que dans un comedy club en France. Là, en France, ça commence. Ouais. En France, ça commence à bien prendre et c'est vraiment cool. Même en Suisse, j'ai quelques comedy clubs, il n'y en a pas beaucoup, mais en France, ça a commencé. Mais au Québec, ça fait 60 ans que ça existe. Le stand-up, être sur scène et un micro et dialoguer avec le public. Quand je dis dialoguer avec le public, c'est pas que de l'improvisation, c'est plus hey, je te dis quelque chose, je te parle. Tu sais. Ouais. L'art très simple d'un tabouret et viens, sans flafla, et je te dis ce que je trouve drôle. Tu sais. Ça existe depuis 60 ans. Même un peu plus de 60 ans, 70 ans. Alors que. En France, nous, on voit ça comme ça un fait 15 phénomène limite de mode. C'est ça. Ouais. Limite de mode, alors que ça existe depuis toujours. Ouais. C'est juste que le terme stand-up est nouveau. Est tout nouveau. Oui, c'est exactement. Pour moi, Raymond DeVos, il fait du stand-up. Parce qu'il parle au public, il est drôle. Après, il fait des jeux de mots, certes. Mais il a un rythme de stand-up. Il parle au public, il s'arrête, il y a des pauses. Il y a un micro, tu sais, il est debout devant son micro. Pour moi, Coluche faisait du stand-up. Coluche, des proches, c'était purement... C'est un autre rythme, mais c'était du stand-up. Coluche, c'était du stand-up. Il était déguisé, mais c'était du stand-up. Ouais. C'est juste que le terme stand-up, je trouve qu'en France, il est comme repris et un peu... Ouais, avec tout ce qui est une image marketing derrière. c'est ça. Ouais. C'est... La cave de jazz, C'est ça. le côté américain Alors que de la ça chose. a toujours existé en la France. politisation des Exact. propos, apprendre des choses. Exactement. Ouais. Et ça a toujours existé, tu sais. Mais la culture des comedy clubs en France, c'est tout nouveau. Ouais, c'est vrai, Et c'est je vrai. vois que les humoristes sont extrêmement... ils prennent vraiment du galon. Ils sont vraiment bons. Ouais. Mais c'est ça. Au Québec, c'est ancré. C'est là, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a il y a un vrai système d'humour depuis très longtemps. Il y a des humoristes, par exemple, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de visibilité, mais qui sont très connus dans le milieu du stand-up et qui gagnent très, très bien leur vie et qui attirent énormément de monde. Genre Mike Ward. Mike Ward, ouais. Mike Ward, c'est un exemple incroyable. Ça reste une star du stand-up, très underground, et il s'est dit, moi, je ne ferai pas la télé. C'est ça. Je vais aller dans le podcast, et puis il a créé quelque chose en de France, très, très nous, cool. le Comedy Club, c'est une entrée, mais c'est pas une finalité en Non. soi. Ouais. C'est ça, c'est une entrée. Mais même même au Québec, c'est comme ça. Ouais, au Québec aussi. C'est un gymnase, le Comedy Club. C'est une C'est salle vrai. de sport. C'est une salle de sport. Et tu fais le tour des comedy clubs, mais après, tu as ton spectacle, tu construis ton spectacle avec les comedy clubs. Et toi, t'as un spectacle là? Ouais, là, j'ai un spectacle. D'une heure? D'une heure, ouais. Paris? Ouais, à Paris, au Métropole, le 8 et le 15 décembre. Ok. J'espère que ça va sortir avant. Non. Non, je suis désolé, ça sert à rien. Non, mais j'imagine que tu vas encore jouer ce spectacle après. À quoi ça a servi cette entrevue? Je mettrai des liens. Non, t'inquiète, je rigole. Mais ouais, c'est ça. Il y a une vraie culture de ça au Québec. Il y a un vrai système. Et en France, ça commence. Et c'est cool. Et du coup, je voulais poser une dernière question pour finir le podcast. C'est que j'aime bien, moi, finir avec un passage d'un comédien à Montreux qui n'est pas le tien. Donc avec quelqu'un d'autre, un artiste que tu choisis. Je mettrais Eddie King. Eddie King. Ouais, qui est un humoriste québécois d'origine congolaise, Ouais. mais qui a grandi ici en France, à Paris, je pense, mais qui a vécu à Montréal. Et c'est un humoriste qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon parcours et que je trouve très, très fort.
Donc Eddie King. Eddie King, ouais. Eddie Merci King. beaucoup. Oui. Ça fait plaisir. Là, vous allez mettre une audio d'Eddie King. Là, je mets un audio d'Eddie King. Ok. Genre là. Là, 3, 2, 1, à toi, Eddie King. Ou encore après. Ou genre là maintenant. Tu vois. Là. C'est mon podcast. C'est pas Ah, pardon. D'accord. Merci vieux. Merci à toi. Tu sais à quel point je veux plus d'enfants? En ce moment, je suis en train de penser à la vasectomie. Ouais. Hein, pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais que c'est pas beaucoup de gens qui sont familiers avec la vasectomie. Tu vois, quand je dis vasectomie, les gens, ils pensent que je veux me faire castrer. Ok? Ils pensent que je vais me promener comme un chien sans couille avec un abat-jour à l'envers sur la tête. Ça n'a rien à voir. Toi qui as fait cette tête, ça te fait peur, la vasectomie? Non, jamais? Non. Ah, tu devrais, c'est merveilleux ce truc-là. Hein? Tu ne sais pas quoi? Tu connaissais pas ce... Oh, je viens de t'apprendre un truc. Ok, je t'explique comment ça marche, ok? C'est une opération, elle dure genre même pas 10 minutes, alright? Ils te font juste une petite section comme ça, bro, vite fait. Puis après ça, quand tu shootes, c'est que des balles à blanc. Frère, c'est merveilleux. Mesdames, ok? Est-ce qu'on peut se dire un truc, mesdames, ok? Ce serait pas merveilleux qu'au bout d'un moment, le poids de la contraception arrête d'être sur vos épaules, mesdames? C'est pas vrai? Right? There you go, right? Et messieurs, ce serait pas merveilleux que vous soyez sûr qu'elle va pas tomber enceinte quand vous trompez votre femme, right? N'est-ce pas? Right? Voilà. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!